Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Ok. Bonjour monsieur, excusez-moi du retard. Ouais, bonjour à tous. Donc, les transferts thermiques traitent des trois types de transferts thermiques que vous connaissez déjà parce que tout le monde le connaît, et, en tout cas de par vos études ou par vos connaissances du monde. Vous savez qu'il y a différents type de transfert thermique. Alors peut-être le mot transfert thermique est peut-être un petit peu technique, mais tout le monde sait qu'il y a telle chose qui conduit à la chaleur. Tiens, conduction, ça parle aussi de conduction électrique. Donc c'est deux termes qui sont effectivement liés aussi au niveau microscopique. Et là, on va parler de la conduction thermique. Donc on comprend bien que ça peut diffuser à travers la matière. On sait que le soleil rayonne, tout le monde le sait. Et il y a des rayonnements de différentes ondes électromagnétiques, soit par les portables, les ondes radio, etc. C'est des choses que vous connaissez. Aussi, on s'intéressera donc au rayonnement thermique pour nous, il faudra le définir. Et puis la convection, peut-être un petit peu moins connue, je ne sais pas. La convection, ce qui fait qu'il y a un échange entre vous et l'air qui vous entoure, entre vous et l'eau lorsque vous vous baignez. Vous voyez bien que vous avez peut-être plus froid dans l'eau à 20 degrés que dans l'air à 20 degrés. Et ça, c'est dû à la convection, qui est un échange dont on verra un petit peu. Alors si je prends la photo qui est centrale ici, elle est intéressante cette photo parce que c'est un objet. Est-ce que vous avez envie de le toucher cet objet-là? A priori non, c'est déjà brûlé. Vous savez que quelque chose qui émet comme ça la lumière, qui a un tison de fer, une barre de fer, une barre de métal en tout cas, qui est chauffée à rouge, on dit, hein, chauffée à rouge, chauffée presque à blanc. On sait que si ça émet de la chaleur, c'est chaud. Les ampoules à incandescence, parce qu'elles sont brillantes, elles sont chaudes, on ne va pas mettre sa main dessus. Donc ça, c'est l'expérience qui vous a guidé à travers votre expérience d'enfant et de jeune adulte, et qui fait que vous savez que quand ça émet de la lumière, c'est chaud. Donc ça, c'est le rayonnement déjà. Et puis on voit que le cœur est plutôt jaune, une extrémité orange, voire noire sous le haut de la photo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaleur diffuse dans le matériau, diffuse par conduction, de proche en proche dans le matériau. On voit bien qu'il y a une conduction, ça conduit à la chaleur, mais que la conduction se fait aussi avec des pertes. Sinon, si on n'avait pas de pertes, on aurait un matériau qui serait homogène, qui pourrait être homogène, quoique ce n'est pas tout à fait le cas, on le verra un peu plus tard. Donc je vais vous présenter un petit peu la matière, et notamment son organisation aujourd'hui, avec, je vous ai dit, une refonte l'année dernière qui nous a permis de remettre à plat un petit peu le module. Alors c'est bien, c'est pas bien, on ne sait pas, hein, le résultat c'est toujours difficile à quantifier. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un amphi aujourd'hui sur des rappels et des généralités sur les transferts thermiques. Monsieur Tainoff vous fera un amphi sans doute la semaine prochaine sur la conduction, c'est le premier transfert thermique, qui est la loi de Fourier notamment. Fourier qui est un grenoblois. Joseph Fourier. Et puis ensuite, on enchaînera très rapidement sur les cours TD. Donc à chaque fois que c'est marqué cours TD, ça veut dire qu'il y a un élément de cours, il y a un point de cours. PC veut dire point de cours numéro 1. Très vite, on va faire un point de cours sur la convection, avec un TD1. Le TD1 portera sur les généralités, c'est-à-dire sur l'amphi qu'on va faire aujourd'hui. Puis vous aurez un TD2 sur la loi de Fourier, qui sera la loi qui aura été vue à l'amphi 2. Et puis en fait, pour approfondir ces différentes notions, on a besoin aussi de la convection, parce qu'on a fait la convection assez vite. Et on va travailler sur l'association de résistance avec une partie cours, une partie TD. Et puis ces résistances thermiques sont très importantes au niveau de l'utilisation. On les reverra sur le point de cours numéro 3 et sur le point de cours et sur le TD numéro 4. Ensuite, on parlera ici des isothermes et des lignes de flux. Alors, qu'est-ce que c'est? On verra tout à l'heure. Et puis, un point particulier sur l'équation de la chaleur, encore en cours TD. Et on arrivera directement au DS numéro 1 qui portera a priori sur ce qui a été vu précédemment. Ensuite, on fera un amphi de correction de DS1. Bon, à distance, mais ça permet aussi, ce que vous n'en faites jamais, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on fait très peu de remédiation dans l'enseignement supérieur. On vous rend les copies, puis vous débrouillez, c'est-à-dire que vous ne les regardez pas. Donc là, on vous propose de revenir sur le DS1 pour voir un petit peu une correction qui vous permettra de progresser. Puis on enchaînera sur l'amphi 4 que je vous ferai sur le rayonnement thermique,
et s'en suivra 3-4 TD sur le rayonnement. Notamment un TD sur l'effet de serre ici, qui peut être assez compliqué quand même à analyser. On peut voir de manière simple, mais il y a pas mal de mécanismes. Et puis un DS numéro 2. Voilà. Alors sur Chamilo, vous avez toutes les ressources vraiment, et vous aurez un DM à faire, je ne sais plus quand, on verra quoi, et qui sera corrigé sur Chamilo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Alors, les objectifs du cours. Monsieur, oui. Moi j'ai une petite question. Niveau date, ça donne quoi sur le DS1, DS2 et la date limite pour le DM? Alors pour le DM, on verra. Je ne l'ai pas en tête. Sur DS1, j'ai la date, mais sur un autre fichier, donc je ne vais pas ouvrir mon truc, mais c'est de mémoire, c'est courant mars, quoi. Ok. Ou fin mars, comme ça. D'accord. Mais ça sera affiché, ça sera vite affiché à l'emploi du temps. Vous pourrez vite, et je pourrais vous redire si vous demandez. Ok, J'en merci. profite pour dire qu'il y aura aussi des cours de renforcement scientifique en maths et en physique. En maths, c'est Adeline Berthier, en physique, ce sera moi qui le fera. Physique, ce sera essentiellement le transfert thermique, thermodynamique. Des rappels, donc normalement c'est pour ceux qui sont plus en difficulté, comme on va le faire à distance, a priori, enfin je crois que j'en sais rien, c'est vrai qu'on a des TD qui se mettent en présentiel, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est sûr c'est que sur Camilo, il y a une matière qui s'appelle renfo scientifique, et sur cette matière renfo scientifique, je mets des énoncés plus correction de ce qui est fait, donc vous pouvez, même si vous n'êtes pas aux séances, si vous n'êtes pas dans ceux qui sont obligés de venir en séance, vous pouvez le faire, je pense que c'est instructif. De la même manière, le cours d'aujourd'hui, j'ai essayé de le rédiger, je mettrai peut-être sur Chamilo une version rédigée de ce cours-là. Alors, les objectifs du cours, je ne vais pas les détailler, on va passer 3 heures, si vous pouvez le lire. Nous, aujourd'hui, on va essayer de... Alors, très rapidement, sauf si je n'ai pas le temps, on décrira les 3 modes de transfert thermique, parce qu'avant ça, je vais mettre en place différentes choses. Et finalement, aujourd'hui, on va s'intéresser au flux, à la densité de flux. On va s'intéresser aussi au bilan thermique, énergie, puissance. On va parler rapidement des lignes de flux. Voilà, c'est vraiment de la généralité aujourd'hui. Donc sur les photos dont on parle, que l'on voit ici, on a un radiateur. Donc ce radiateur, si on peut dire, il va être alimenté par de l'eau chaude. Donc, vous avez fait TST, donc vous savez très bien. Il peut être alimenté avec une eau, par exemple, à 65 degrés. Et ici, vous avez le thé de réglage qui est ici, donc ça ressort par ici. J'aurais pu faire en bleu ici, ça sera, mettons, à 55 degrés, mais c'est pas très précis, ça va dépendre de l'échange thermique qu'il y a là. Et le radiateur, si on le visualise à la caméra thermique, on verra qu'il est chaud. Et il va échanger par rayonnement, parce que toute surface chaude rayonne. On verra que ça dépend de la température, essentiellement de la température du corps, le rayonnement. Donc tout corps chaud rayonne. Et il est en contact avec l'air qui est autour. Donc l'air, s'il est chauffé, l'air chaud va monter, donc il va se renouveler. Donc par déplacement d'air, on va avoir un renouvellement, donc on aura de la convection. Alors il est fixé derrière par des équerres, et par ces équerres-là, vous pouvez avoir effectivement la conduction thermique. Mais si les points de fixation sont de section faible, la conduction peut être négligée. Alors une application, vous verrez beaucoup, un gros module sur la thermique des locaux, et la thermique des locaux, ou thermique du bâtiment, c'est une application directe de transfert thermique, parce qu'on va avoir la chaleur qui va s'échapper de la maison. Comment va-t-il s'échapper de la maison? À travers les murs, à travers un mur. Donc à travers un mur, si on a une partie chaude, une partie froide, on va pouvoir définir un flux thermique qui va s'échapper ici. Et ce flux passe à travers du matériau, donc on aura de la conduction thermique. Sur une casserole, si vous brûlez sur la casserole, c'est qu'il y a une conduction, il y a une bonne conduction ici, donc c'est pas souhaitable. Donc souvent, le manche, on a un manche qui n'est pas en matériau conducteur. La nourriture que vous mettez dans la poêle, elle se chauffe par conduction. C'est pour ça que si vous laissez des légumes dans une poêle, ça va brûler, autre chose. Parce qu'il y aura un point très chaud qu'il y a ici, la flamme est très chaude, à 1000 degrés. La poêle
le travers de la poêle, ça va baisser vers, je sais pas, 250, 300 degrés. Dans une maison, vous avez la convection aussi au niveau du radiateur dont j'ai parlé ici. Hein, c'est ce mouvement de l'air qui fait que ça chauffe le reste de l'espace. La convection, vous la retrouvez aussi dans un fluide en mouvement ici, dans une casserole d'eau chaude. Dès que vous allez avoir des différences de température, vous aurez des mouvements de fluide. Bien sûr, vous pouvez mettre aussi un ventilateur et si vous mettez un ventilateur, à ce moment-là, vous avez un fluide qui va aller plus vite, donc on aura la convection qu'on appelle forcée. Et puis le soleil qui émet par rayonnement, sachant qu'entre le soleil et nous, il y a du vide. Et donc les autres transports, soit la convection, ne peuvent pas avoir lieu, puisqu'il y a du vide, il n'y a pas de transport de matière. Et il n'y a pas non plus de conduction. Donc fatalement, il ne reste plus que les photons qui peuvent traverser cet espace intersidéral. Alors la cheminée qui est là, on reprend un petit peu il y a souvent les trois modes. Hein. Donc ici vous avez de la convection, vous avez du rayonnement, vous avez de la conduction un petit peu sur les pierres, etc. qui sont ici. Et puis la conduction à travers la paroi qui est ici, en fait, ou la vitre qui est ici. L'objectif de ce cours aujourd'hui, c'est de faire des rappels de thermodynamique, repartir de la base, parler de température, définir un peu ce qu'est l'équilibre thermique. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre thermique, tiens, à votre avis? Et quand on a atteint la température d'équilibre? Eh ben, c'est une très bonne intervention parce que justement, non. Et on verra pourquoi. Mais je te remercie parce que justement, c'est exactement ce sur quoi je voudrais insister. C'est quelque chose d'assez subtil et on va passer largement à côté. Et on verra que l'équilibre thermique, on verra tout à l'heure ce que c'est que l'équilibre thermique et la différence avec la température d'équilibre. La capacité thermique, ça vous connaissez, vous l'avez vu en TP-FI, hein, c'est la chaleur latente, mais on va rappeler un petit peu. On rappellera aussi le premier principe de la thermodynamique, évidemment. Et puis on définira le flux, la densité de flux, et on s'intéressera au bilan d'énergie, même si on reverra ça plus tard en TD. Alors d'un point de vue thermodynamique, ce qui est très important, c'est qu'on définit un système. En mécanique aussi, on définit toujours un système. Système sur lesquels les forces vont s'appliquer. Système sur lequel... donc système qui va être défini par un volume de contrôle et une limite du système qui est une surface de contrôle. La surface qui entoure le système. Et à travers cette surface, on pourra avoir d'ailleurs des choses qui passent à travers cette surface, comme une frontière d'un territoire. Et si vous mettez des gardes tout autour de la frontière, vous pouvez savoir ce qui rentre et ce qui sort de cette surface-là. Alors, c'est les variables d'état du système. Comment définir un système? Il faut connaître différentes grandeurs, comme la pression ou la température, qui sont des grandeurs intensives, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du volume. Le volume, par contre, dépend du volume, forcément, et la quantité de matière dépend de tout ça. C'est des grandeurs qu'on qualifiera d'extensives. L'énergie du système, qu'on peut appeler E, après on peut l'appeler U, c'est l'énergie interne, est en joules, et puis la puissance, on verra que la puissance est en watts. L'évolution du système, donc le système va évoluer en échangeant du travail et de la chaleur, et je rappelle le premier principe qui dit que l'énergie interne, donc on a le système étudié a une énergie interne. Si ce système évolue vers un autre état d'équilibre, on aura U2 et la variation delta U sera égale à W plus Q, et ça signifie simplement que la variation d'énergie interne, donc j'espère que vous avez tous pris le fascicule qui était devant les salles de TP. Monsieur, moi j'ai oublié le fascicule, il est encore disponible à l'unité ou pas? Ouais, il est encore disponible, il doit en rester. Donc tu prends des notes sur une feuille et puis tu reportes. J'en fais ça. Et monsieur, je tire, on a vu, c'est pas M fois delta U qui est égal à W plus Q? Alors,
Non, c'est-à-dire que ici j'utilise une lettre majuscule. Et lettre majuscule veut dire que c'est le travail total. Si tu utilises une lettre majuscule, tu peux très bien dire que c'est M fois delta petit u qui est égal à W plus Q. Et ici, tu auras ça qui sera en joules par kilogramme. Et ça en kilogrammes. Et là, c'est une variation d'énergie en joules. L'énergie interne, on définit l'énergie interne, grand U, qui est l'énergie totale du système, et pas l'énergie massique. Ok. Mais n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que chaque prof fait son cours un petit peu, pas dans son coin, mais a ses notations, etc. Et c'est bien de confronter tout ça. Alors la chaleur qui est ici, c'est ce qui va être lié, nous, au transfert thermique. C'est ce qui va nous intéresser pour le transfert thermique. Si on est en méca, on va plutôt s'intéresser à W, ou en thermo. Et nous, ici, on va étudier souvent des corps qui sont des solides ou des liquides, et dont le volume ne varie pas. Et comme W, vous savez que c'est l'intégrale de moins PDV, si le volume ne varie pas, le travail sera nul, en fait. Donc, quand on prend des liquides ou des solides, on peut les considérer comme incompressibles, on ne peut pas les comprimer. Donc, on ne peut pas varier leur volume, et donc on ne sera pas trop embêté, nous, par ce terme-là. Et on aura l'énergie qui dépendra, en fait, de la chaleur échangée. Alors, la chaleur échangée ou alors la chaleur créée au sein de la matière, si vous avez un élément je sais pas, radioactif ou si vous avez une résistance électrique qui est insérée dans le système, comme on le verra tout à l'heure. Mais monsieur, Oui. cette formule, elle est valable que quand on est au même état. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit c'est la variation d'énergie interne lors d'un changement d'état. Lorsqu'il y a un changement, alors j'ai pas dit, ouais, j'ai dit un changement d'état, j'ai dit, je parlais de transformation. Non. Parce que la formule de la variation d'énergie lors d'un changement d'état, c'est pas celle-là, non? Alors, on la reverra tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour un changement d'état. C'est valable pour n'importe quelle transformation, en fait. Et pour un changement d'état, tu auras Q qui vaudra M fois L, qui est L, la chaleur latente, pour un changement d'état. Ah oui, c'est ça. C'est un cas particulier. Donc, ce que je voulais dire, c'était, en fait, en thermodynamique, il faut toujours faire ça. État 1, état 2. Et entre les états 1 et état 2, donc état 1, tu as dit, je connais P1, je connais T1 ou je ne connais pas, mais bon, P2, T2, N2, V2, etc. Et puis, entre les deux, tu as une transformation. Cette transformation, elle peut être isotherme, isochore, isobar, adiabatique, ou alors c'est un changement d'état, ce que tu veux. Et donc, on a U1 au départ, U2 à l'arrivée, et on sait que cette transformation, qu'on peut aussi représenter sur un diagramme PV par exemple, état 1, état 2, et cette transformation prend un chemin, et on peut définir donc delta U, et on pourra toujours dire que delta U c'est le W plus Q, parce que l'énergie interne du truc varie que si il échange de l'énergie. Ça semble logique. Et le premier principe, il dit quoi? Le premier principe, je ne vais pas vous faire un cours de thermo, c'est pas l'objet, sinon on va finir à midi, ou à 18h. Il dit qu'il y a équivalence entre travail mécanique et chaleur. C'est là le point crucial, le premier principe. C'est l'avancée énorme. C'est de dire que du travail peut être transformé en chaleur, du chaleur peut être transformé en travail mécanique. Alors, petite définition ici pour bien poser le cadre et parler du régime transitoire et du régime permanent. Si vous mettez une casserole sur le feu, si vous mettez un thermocouple ici, au thermocouple il y a 2 fils, ici après je l'envoie sur un voltmètre pour avoir une tension représentative de la température qui règne ici. Donc T, ou je l'appelle θ, ici ce que j'ai rapporté θ, et votre température va chauffer, d'ailleurs jusqu'à la limite qui est 100 degrés, après ça va changer vite, peu importe. Mettons que vous chauffez même modérément, ça va chauffer jusqu'à un régime permanent. Est-ce qu'on est à l'état d'équilibre? Oui, mais est-ce qu'on est à l'équilibre thermique? Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas. Alors, pourquoi? Alors, donc, déjà, différencions régime transitoire et régime permanent. Régime transitoire, on pourra dire que régime transitoire, marquez-le. Quelqu'un peut le définir peut-être? Comment est-ce qu'on peut définir ça? On sent bien ce que c'est, vous savez ce que c'est. C'est une transition entre un état et un autre.
Ouais, c'est vrai. Et dans ce cas-là, les variables qui décrivent le système dépendent du temps. On voit qu'il y a une dépendance temporelle, on a θ qui dépend du temps. Et un temps T1 ou un temps T2, θ aura varié. Quand on atteint le régime permanent, la température a atteint une température d'équilibre, sans pour autant qu'on soit à l'équilibre thermique. Alors pourquoi ça? Pourquoi je dis ça? C'est quand même bizarre. Les variables sont indépendantes du temps. Alors j'aime bien marquer ceci, je ne vais pas inventer, mais le fait que ça ne dépende pas du temps, dire que ça veut dire s'identifie à, c'est plus fort que l'égalité, hein, les 3 barres, c'est s'identifie à 0. C'est-à-dire que quand tu dérives par rapport au temps, ça devient nul, quoi. On a atteint un régime permanent. Donc, les choses ne sont indépendantes du temps, tout devient constant. Donc quand tu dérives par rapport au temps, des ronds sur des rontés, c'est-à-dire dériver par rapport à temps, ça devient égal à 0. Donc si on a un régime permanent ou stationnaire, le stationnaire qui traîne là, c'est juste c'est un synonyme. Et synonyme, aidez-moi, je ne sais plus, synonyme. Ok. Il y a 2 Y et synonyme? 2 Y. 2 Y, ok. Ici, donc on aura un truc qui sera stable, quoi. Θ qui ne bouge pas en fonction du temps. Alors ça peut être la pression, ça peut être la température. Nous, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la température. Alors maintenant, si je prends deux... Alors là, j'avais une source de chauffage. Hein. Il faut bien voir que là, j'avais une source de chauffage. Donc ça, c'est branché électriquement sur le secteur. C'est important pour la suite. Alors maintenant, je m'intéresse à un corps froid et chaud et que je mets en contact. Vous prenez une main froide, une main chaude, vous mettez en contact. Vous prenez 2 objets. Alors, il faut que le contact thermique soit correct. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait l'air entre les deux. Si vous mettez métal contre métal, souvent si les métals ne sont pas ajustés, il y aura de l'air qui va se positionner, qui va isoler un peu les choses. Mais même si c'est isolé, et que par ailleurs on empêche les transferts thermiques autour, donc on isole le truc, que va-t-il se passer? Votre température, la partie chaude va être plus élevée, température froide, ici T2, et puis on va avoir ici, fatalement, tendre vers une température d'équilibre. Donc c'est aussi une température d'équilibre, hein, comme tout à l'heure. Et là, c'est plus fort, parce que là, les 2 corps vont être à la même température. Alors qu'ici, ma plaque, elle va peut-être être à 250 degrés. Mon air ici, il est à 20 degrés. Puis mon eau, peut-être qu'elle sera à 60 degrés. Donc là, j'ai pas du tout les mêmes températures. Par contre, j'ai des températures en régime stationnaire, donc une température qu'on peut qualifier d'équilibre. Mais monsieur, oui. Dans la diapo d'avant, c'est quoi comme chaleur? On parle de quel objet? Je parle de l'eau. Ok. Système, donc système, ici j'ai pris système eau. Mais je peux prendre un système plaque chauffante aussi. Quand je la mets en route, la plaque chauffante, elle va monter. Et elle va atteindre. Donc ce que je dis là, ça peut être voilà pour la plaque. Donc là, ici, j'ai 2 sous-systèmes. Sous-système 1. Non, 2, celui-là. 2. Et sous-système 1. Et là, on va tendre vers une température d'équilibre. Et plus fort que ça, en fait, on va avoir... Donc, le T1 ici, c'est le T1 initial. T2 initial. Et T1, c'est une fonction de T. Et va tendre vers T1 équilibre. Et on aura T1 équilibre égale T2 équilibre égale une température commune T équilibre. Et là, on pourra dire que le système évolue vers une température d'équilibre. Donc, c'est une évolution spontanée. Hein. Évolution spontanée, c'est-à-dire qu'elle se fait toute seule. Il n'y a pas de retour en arrière possible sans intervention extérieure. C'est l'inverse, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est T2 qui baisse en température et T1 qui augmente en température, non?
le sous-système, le chaud, c'est 1. Je comprends pas ton Ah, le chaud, c'est 1, ok. Ouais. Ok, rien, c'est avec j'ai mal compris. Ouais, j'ai modifié ici, parce que j'avais défini T1 déjà. Donc c'est une évolution spontanée, donc en thermodynamique, les évolutions spontanées sont irréversibles, c'est qu'elles ne peuvent pas revenir à leur état initial sans intervention extérieure. Et d'accord, donc vous pouvez noter ici, ceux qui ont la plus de vivacité, pas de retour en arrière sans intervention extérieure possible. Le système évolue vers une température d'équilibre. Et là, on va parler d'équilibre thermique. Alors, je ne le cite pas encore, parce qu'on va le citer dans 2-3 diapos. Et je reviens ici sur le premier principe. Le premier principe, il définit, alors je vais marquer évolution vers une température d'équilibre. Et là, monsieur, c'est marqué quoi après évolution? Qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué quoi après évolution? Spontané. Vers une... Pourtant, je m'applique. Équilibre thermique, ici. On verra pourquoi, on pourra parler d'équilibre thermique. Alors, le premier principe est un principe de conservation de l'énergie, mais il ne définit pas le sens des échanges. Il dit juste que l'énergie totale se conserve. C'est-à-dire que le corps froid, il a peut-être... le corps froid qui est là a gagné de l'énergie, et le corps 1 en a gagné. Donc on va avoir ici un flux thermique qui va aller de 1 vers 2. Mais le premier principe ne dit pas que ça va du chaud vers le froid, le flux thermique. On pourrait très bien, le premier principe, vous ne violez pas le premier principe si vous dites que vous avez un truc comme ça, avec le chaud va chauffer, le froid va refroidir. Il faut juste que l'énergie totale se conserve si système isolé, bien sûr. Le système global. Et ce qui va nous donner lieu à un principe d'évolution, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, qui fait appel à l'entropie. Vous avez vu l'entropie un petit peu en thermo? La fonction S. Non, pas encore. On a vu l'enthalpie, mais... Entropie S, c'est une grandeur. Je ne peux pas détailler aujourd'hui, je la verrai plus tard. Mais juste savoir qu'elle existe, c'est une fonction d'état, au même titre que U, H, S, on va dire que c'est les 3 fonctions d'état principales de la thermodynamique. Et c'est l'entropie qui va dire, voilà, pour un système isolé, l'entropie ne peut que croître. Et ça va induire que le corps chaud va céder sa chaleur vers le corps froid. Et comment va-t-il céder la chaleur? À travers un flux thermique qui est une puissance échangée donc, entre le corps chaud et le corps froid. Et lorsque T1 égale T2, alors il n'y a plus de flux. Et c'est là qu'on pourrait dire qu'on a équilibre thermique. L'équilibre thermique, il a un sens plus fort que ce qu'on... Voilà, c'est une question piège, je vais vous poser tout à l'heure. L'équilibre thermique a un sens très fort qui dit en fait qu'il y a équilibre thermique lorsque tous les corps sont à la même température et auquel cas il n'y a plus de flux. Et très souvent, nous, on ne sera pas en équilibre thermique. Alors qu'en thermo, on postule à chaque fois qu'on est en équilibre thermique, on définit une température, etc. Je passe à la diapo suivante. On va définir la température, maintenant on va redéfinir la température. Alors la température, non, je vais me dépêcher un petit peu, là je vais faire rapidement, parce que vous savez tous que la température est un marqueur de l'agitation thermique, des constituants microscopiques de la matière. Lorsque vous avez de la matière solide, vous avez des choses qui peuvent vibrer ici, des vibrations. Et les états vibratoires, les vibrations peuvent être associées à une énergie de vibration.
plus ça vibre, plus Il y a c'est... écrit quoi dans votre rectangle? Pardon? Il y a écrit quoi dans le rectangle? J'ai rien écrit dans le rectangle. Ah, ok. J'ai voulu faire une flèche comme ça pour indiquer qu'une molécule qui vibrerait. D'accord. Au sein de la matière, on peut représenter les choses comme pour une matière, voilà, avec des forces entre les différents constituants. Mais chacune des constituants microscopiques peut bouger autour de sa position d'équilibre, justement. Et c'est ces ondes ici, ces oscillations qui se propagent de proche en proche et qui vont faire que ça va faire bouger de proche en proche les choses. Alors bien sûr, si vous chauffez quelque chose à ce niveau-là, il y aura un flux thermique comme ceci, à cause de la vibration. Et bien sûr, la température sera plus faible ici, parce que la vibration sera propagée et ce sera atténué. Donc la température sera plus faible. La température, elle a une unité qui est le Kelvin. Vous savez très bien. Je rappelle que 0 degré Celsius, c'est 213,15 Kelvin. Pas 16, 15. Les échelles sont simplement décalées. Et là, j'ai rappelé l'énergie cinétique moyenne d'une molécule. En fait, les molécules peuvent aller dans 3 directions. Devant, derrière, en bas, en haut, sur le côté, à droite, à gauche. Et donc, il y a 3 directions. Et chaque direction, on lui associe une quantité d'énergie qui vaut 1,5 de kT. Bon, ça dépasse largement ce cours, mais c'est des petits points que je vous donne. Alors, l'équilibre thermique, voilà, enfin, parler de l'équilibre thermique. Dans ce cas, au début, on a dit qu'il n'y avait pas d'équilibre thermique. Ici, on va dire il existe. Ça veut dire il existe. D'accord, c'est plus rapide. Il existe un transfert thermique. Lorsque les températures ne sont pas identiques. Ici, il n'existe pas de transfert thermique. Il n'y a plus de transfert thermique. Lorsqu'on est à l'équilibre thermique, il n'y a plus de transfert thermique. Autant dire que nous, finalement, on ne va jamais être à l'équilibre thermique. Donc les deux pièces évoluent vers l'équilibre thermique. Et vous pouvez marquer 2 corps sont en équilibre thermique. Donc l'équilibre thermique, c'est vraiment dire que 2 corps sont en équilibre thermique. On ne pourra pas dire un corps est en équilibre thermique, ça ne veut rien dire. Un corps a atteint une température d'équilibre, une température stable. Ok, ça arrivera tout le temps. 2 corps sont en équilibre thermique, c'est plus fort. Si leur température et même ça permet de définir la température en fait, si leurs températures sont identiques. Alors ça, vous l'avez étudié plein de fois, vous l'avez utilisé plein de fois sans vous en rendre compte. D'ailleurs, le principe zéro de la thermodynamique, c'est 2 corps en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre avec le troisième en fait. Sont en équilibre entre eux. S'il y a un corps qui est en équilibre avec un autre corps, il y a un troisième corps qui est en équilibre avec le même corps, forcément, les deux sont en équilibre thermique. Et ça veut dire que on aura la même température partout. Et le transfert thermique, vous pouvez le marquer, hein, un transfert thermique tend à rétablir l'équilibre thermique. Transfert thermique, les transferts thermiques. Leur but, c'est de réduire ces différences de température, tendent à établir ou à rétablir l'équilibre thermique. Si je prends une bille plongée dans de l'eau chaude, ici c'est de l'eau chaude, la bille elle est en lévitation, on ne sait pas comment, peu importe, je ne veux pas qu'elle touche le fond s'il y avait le fond et pas la température. C'est-à-dire que donc la température de la bille, que va faire la température de la bille, température bille, si elle est dans de l'eau chaude qui reste chaude, elle va converger vers la température de l'eau. Et donc là, on aura équilibre thermique.
parce que les deux corps sont à la même température. Je vais vous montrer deux applications de l'équilibre thermique que vous avez déjà fait. Vous avez fait de la calorimétrie. La calorimétrie, on travaille sur ces équilibres thermiques. On se sert de ces équilibres thermiques. Et aussi les mesures de température avec un capteur. Calorimétrie. Allez, petit rappel de calorimétrie. Donc on utilise un calorimètre. Calorimètre est simplement une enceinte calorifugée, c'est-à-dire qu'elle est isolée de l'extérieur, avec un couvercle qui est lui aussi isolé. On peut glisser un capteur de température si on souhaite mesurer la température. Voilà. Et on peut mettre ici un corps numéro 1, qui serait une boule de cuivre chauffée. Et puis le corps numéro 2, ce serait de l'eau. Mettons 1, c'est du cuivre chaud, que vous avez fait en TP. Le corps 2, c'est l'eau. Au début, ils ne sont pas à la même température. T1 initial différent de T2 initial. I, ça veut dire initial. Et vous allez avoir la température. Hop, si vous mesurez la température au cours du temps, en tout cas de l'eau qui était plus froide, elle va monter vers une température d'équilibre ici. Et le cuivre, si on peut le suivre aussi en mettant un capteur directement sur le cuivre, ça va tendre aussi vers une température d'équilibre. Alors, quels sont les échanges qui ont été effectués? Si je note Q1, la chaleur reçue par le cuivre, c'est la masse de cuivre, M1. Et là, je travaille Q1 entre l'état initial, qui est là, état initial, et ici un état final lorsque le régime permanent est établi. Q1 égale M1 C1. Alors T final qui est commun moins T1 initial. Et Q2, ça va être la masse de cuivre fois la capacité thermique du cuivre. TF moins T2 initial. Monsieur, oui, la rapidité avec laquelle, par exemple, T1 va rejoindre la température, enfin, va se mettre à la température d'équilibre, ça dépend de sa masse? Alors, la rapidité va dépendre de... Parce que quand on fait ce graphique que vous avez fait, ça dépend de la masse, ça dépend de la masse, ça dépend de l'inertie. Ouais. Okay. Mais ça dépend de la masse et de la capacité calorifique. Si par exemple sur ce schéma-là, tu en as un qui a une plus grosse capacité, ça c'est la capacité totale, en fait, capacité thermique totale. Si on a qui a une grande capacité thermique totale, sa température va quasiment pas varier. Par exemple, si le corps 1 a une grande capacité, on aura une variation très faible. Et si l'autre a une très faible capacité thermique, on aura une plus grosse variation. Donc c'est plutôt sur la variation. Après, la rapidité de l'échange est liée justement à la qualité du transfert thermique, qui va se faire ici par convection. Et si vous agitez, ça ira plus vite. Donc c'est le transfert thermique qui va réduire la rapidité de l'échange. Et pourquoi? Parce que l'échange, là on définit juste l'énergie, donc c'est très bonne question, on définit l'énergie, pour la suite en tout cas, et alors que nous on va travailler sur les puissances échangées. Plus la puissance est grande, plus le transfert est rapide. Ça n'empêche pas que la quantité d'énergie totale échangée sera la même, si tu le fais rapidement ou pas rapidement. Mais si tu fais rapidement, voilà. Si tu montes une côte en vélo, tu la montes en 1 heure ou tu la montes en 20 minutes, tu as monté la même côte. Donc tu as changé d'état, voilà, même changement d'état. Sauf que la puissance dégagée pendant la montée n'est pas la même, identique. Alors la deuxième chose, c'est le capteur de température. Si vous avez un thermocouple ici, voilà, gainé, vous mesurez une température, vous voulez mesurer la température d'un four ou d'autre chose, et bien en fait le capteur lui il mesure, il affiche, donc là je marque, il y a un afficheur de température mettons, et là il affiche la température
du thermocouple. Température, je vais marquer TC ici. Du thermocouple, c'est-à-dire que le T que je veux mesurer, que j'appelle TM ici, c'est celui-là, et la température, je vais l'appeler TC. La température du thermocouple, elle va tendre vers ça. TC initial, et puis à la fin, TC égale TM. Donc quand on veut mesurer une température, il faut que le capteur se mette à l'équilibre thermique avec le corps qu'on veut mesurer, sinon la température mesurée, qu'on croira mesurer, sera fausse. Donc si je reprends la base delta U égale W plus Q, et que je dis W égale 0 parce qu'il n'y a pas de travail mécanique, ici, échangé, il n'y a pas de volume qui varie. D'accord, ou sont négligeables. Ce qui fait que W égale 0, donc on a simplement ici delta U égale Q. Et si le système est isolé, on pourra dire que le système est isolé. Donc on n'a pas de variation totale d'énergie, l'énergie se conserve. Et donc de tout ça, on peut en déduire que Q égale 0. Alors Q c'est quoi? C'est les échanges avec l'extérieur, mais c'est aussi tous les échanges, je peux le décomposer en somme des QI, les échanges entre les différents sous-systèmes. Si j'ai un système ici, et j'ai un sous-système 1, et un sous-système 2, et un sous-système 3, et ben, il y a des échanges entre les différents sous-systèmes. Et si je prends chaque sous-système, et ben, je peux l'appeler, voilà, dans mon cas, j'ai Q1 plus Q2 plus Q calorimètre égale 0. Parce qu'il y a aussi le calorimètre qui a un corps numéro 3 et qui est le calorimètre. Donc ça, vous l'avez vu en TP. Monsieur, oui. Dans votre schéma pour mesure de température, vous avez marqué T mesuré. Oui. Et en dessous, c'est quoi? La TM. D'accord, ok, merci. Monsieur, vous pouvez expliquer ce que vous venez de dire là avec... J'ai compris W égale 0 qu'il n'y a pas de travail, mais Q égale 0, c'est parce qu'il n'y a pas d'échange vers l'extérieur? Oui, parce que j'utilise un système isolé. Ok, donc vu que système isolé, Q égale 0. Non, delta U égale 0. Ok, comme W égale 0 en plus, Q égale 0. Mais c'est ça le premier principe aussi? Oui, tout à fait. Le premier principe, c'est de dire que vous avez un système. Ce système peut échanger l'énergie en échangeant du travail ou en échangeant de la chaleur. Si vous isolez votre système avec un isolant thermique très fort, vous n'aurez plus de Q. Et si vous n'avez pas de pièce qui bouge, qui comprime les choses, vous n'aurez pas de W. Donc du coup, dans ce cas-là, il est isolé, delta U égale 0. Par contre, ça n'empêche pas les échanges à l'intérieur du système entre différents constituants du système. Monsieur, oui. Pour W, comment on sait quand est-ce qu'il est égal à 0 ou pas? C'est juste quand le volume ne change pas? Alors si je prends le truc de base, W égale moins PdV, quand le volume est constant, V égale constant. Donc ça c'est pour un système fermé. Pour un système ouvert, vous verrez en thermo, quand vous étudierez les systèmes ouverts très bientôt, qu'on dira que lorsqu'il n'y a pas de pièce mécanique en mouvement, il n'y a pas de puissance mécanique échangée, donc il n'y a pas de travail. Si vous avez un échangeur thermique, avec un fluide qui circule dans un serpentin, il n'y a pas de pièce en mouvement, donc on dira puissance méca égale 0. Si vous avez par contre un circulateur, là, dans le circulateur, vous avez une roue, et cette roue, elle tourne. Donc là, il y a des pièces mécaniques en mouvement, donc ça veut dire qu'il y a un travail mécanique qui est effectué. Ok ? Donc je vais simplifier ça en disant, voilà, pas de pièces mécaniques en mouvement. Voilà. Sachant que si on va plus loin en thermodynamique, on peut avoir des effets de dilatation, de volume, etc., mais plutôt sur les gaz. Et nous, on va plutôt s'intéresser aux liquides, auquel cas la dilatation, si elle existe, elle reste faible, limitée. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus.
Alors, j'arrive sur la capacité thermique, qui est un point essentiel. Là, je fais vraiment des rappels de thermo, hein, d'accord? Mais je pense que c'est important aussi par les temps qui courent, de faire des rappels. Bon, très important, si vous avez un corps ici à température T1 et que vous le mettez à température T2, c'est parce que vous avez apporté de l'énergie, d'accord? Il y a eu un apport d'énergie. Cet apport d'énergie se fait sous forme de chaleur. Et cette chaleur ici est directement liée à la capacité thermique. Si vous prenez une petite plaque d'aluminium que vous la mettez dans votre four, elle va très vite monter en température. Quand vous allez la ressortir et la mettez sur la table, elle va très vite redescendre en température. Si vous mettez un gratin de pâtes dans un gros plat en terre avec plein de crème, de pâte, de liquide aussi un peu, mettez dans votre four, il va mettre longtemps à chauffer, mais une fois que vous sortez du four, c'est sûr pendant 20 minutes, il va rester chaud. Et ça, c'est la capacité thermique massique qui l'indique. Et la capacité thermique, si on définit simplement un corps, je prends un corps ici, voilà, un corps de capacité grand C, on peut dire que si on lui apporte une chaleur Q, dans ce cas-là, Q va augmenter la température avec la formule toute simple, Q égale C dt. Avec C en joules par Kelvin, Q en joules, et delta T en Kelvin ou en degrés Celsius d'ailleurs, parce que c'est une variation de température. Je ne vais pas vous faire le refrain sur les variations de température. Donc ça s'appelle la capacité thermique. Comment c'est la capacité thermique. Et on définit après une capacité thermique massique en disant c'est M fois petit c, et C c'est la capacité thermique massique. Je marque en toutes lettres, capacité. Si j'écris les trucs aussi, c'est pour deux choses. Un, pour aller à votre rythme aussi, quoi. Capacité thermique massique. Capacité thermique massique. Donc là, ça va être en joules par kilogramme. Donc j'espère que vous êtes tous en train de noter ce que je fais, ce que je fais pour vous. Vous ayez le temps de le faire et le temps d'enregistrer en même temps. Et donc là, si j'ai ça qui a monté en température, je peux dire que ici, on a apporté l'énergie. Q égale MCP T2 moins T1. Alors là, je prends un CP. Pourquoi un CP? Parce que si je prends un solide ici, on va travailler, ici on travaille sous pression atmosphérique. On travaille sous pression atmosphérique, P constant. On a quelque chose d'isobar. Voilà, ce qui m'en vient à peut-être rappeler, j'ai peut-être rappelé deux choses importantes. Pour les transformations, même si on ne va pas beaucoup l'utiliser, pour les transformations, transfo à volume constant. Donc c'est-à-dire que dV égale 0. Dans ce cas-là, la chaleur échangée, ou alors quand je marque un delta, ici devant, c'est pour une mini-transformation. Delta QV serait égal à MCV dt. Puis on peut l'intégrer en QV égale MCV delta T. Monsieur? Oui. Donc si on chauffe un liquide dans un récipient fermé, c'est la capacité thermique à volume constant qu'on va utiliser. Si tu chauffes, si tu fais, alors ça c'est la calorimétrie avec ce qu'on appelle des bombes calorimétriques, parce que c'est assez dangereux. On a des récipients fermés comme ceci, et on peut avoir ici faire des petites transformations chimiques, induites, même des combustions, avec un truc fermé hermétiquement. Et là, le danger, c'est que la pression risque de monter très fortement, et le volume est constant dans ce cas-là. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler à pression constante. C'est pour ça qu'on va souvent travailler avec CP qu'à volume constant. En tout cas, c'est beaucoup plus dangereux de travailler à volume constant. Donc, si on travaille à pression constante, alors pour les solides et les liquides, on a les deux coefficients qui sont similaires, qui sont très proches. Donc, QP, c'est M CP delta T. Donc on va plutôt utiliser cette formule-là.
Donc pour les solides et liquides, on a la capacité à pression constante qui est égale à la capacité à volume constant. À peu près égal. Et pour les gaz, j'ai peur de ne pas avoir le temps de... Si je vais... Il y a trop de rappels. Les deux... pour les gaz, on a R, relation de Maillard. Alors là, par contre, je suis en molaire. Là, c'est en joule par mol par Kelvin. Les deux. Alors qu'ici, je suis en joule par kilogramme par Kelvin. Tout ça, c'est des rappels. Je ne vais pas trop épiloguer, parce que c'est des choses que vous avez déjà vues en cours de thermodynamique. Donc, on va pas... Mon but, c'est pas de refaire. Ça a souvent été très bien fait. Monsieur, c'est quoi les signes devant QP et QV? Devant QV et QP. Ici, là. C'est intégral. Ah, ok, merci. Intégral. Non, juste avant, au début de la formule, en fait. QP C'est un égale delta RCP delta. minuscule. Ici. Ok. En fait, le premier principe, il s'écrit comme ça. DU égale delta Q plus delta W. Alors, je peux mettre un DQ, d'accord, égale DQ plus DW. Ça veut dire que c'est pour une transformation infinitésimale entre ce point et ce point. C'est une mini-transformation. Et la transformation totale, on va l'obtenir en intégrant, en passant par tous les micro-états. Si j'ai un petit delta, c'est pour une subtilité que je ne peux pas exprimer. J'ai pas le temps d'exprimer ici. Qu'est-ce que vous avez écrit à gauche du solide orange? Pression atmosphérique. Ah, ok, merci. Alors je le marque là, c'est pas obligé de le marquer, c'est en retard. Les vraies définitions des capacités thermiques, c'est CV égale d rond U sur d rond T à V constant. C'est la capacité thermique isocore. Et CP, la capacité thermique isobar, fait appel à l'enthalpie. C'est d rond H sur d rond T AP. Bon, pareil, je le marque ici, c'est du surplus. C'est pas le temps de le noter, c'est pas grave, on avance. Parce qu'il faut qu'on aille sur le transfert thermique. 9h10. Ça fait 1 heure, il reste une demi-heure. Vous avez cours après? Oui. Oui. À 10h15. Oui. Ok. Alors, une application ici. Je regarde ce qu'il reste à faire. Une application ici que je vous laisse faire. Donc, un poêle à bois est enveloppé d'une masse de stéatite, pierre à savon. Donc, vous avez un poêle, des flammes à l'intérieur. Et tout autour du poêle, vous avez de la pierre. Et cette pierre-là, ça fait 1500 kg. Quand vous faites un exercice, même si c'est très simple, faites un schéma en recopiant les données. Ça permet d'intérioriser. C'est la même chose que je vous disais hier. Quand on a un problème, il faut déjà s'imprégner du problème. Monsieur? Oui. Sur la dérivée sur la définition de CP, c'est quoi en gros? C'est D rond H? Là, je suis passé à la suite, d'accord? Okay. Non, mais je suis passé à la suite. J'ai dit que ce que j'ai marqué en bas, c'est... Je donne un cours rédigé pour approfondir. Mais je ne peux pas passer du temps là-dessus, parce que si je passe du temps là-dessus, qui n'est pas un truc essentiel, je n'aurai pas le temps pour faire des trucs essentiels à la fin du cours. Donc après, ça peut noter les choses. Il y a un mail, vous regardez après sur Chamiloge. Là, j'ai rédigé le cours complètement. Donc tu pourras approfondir les choses. Et pas de temps sur le chat, dire ce qu'il a marqué, etc. Quand on a notre C, là, il est en kilojoules par kilogramme par Kelvin. On ne peut pas qu'on le mette en joules, plutôt? Bah, tu peux le mettre en joules, si tu veux. Non, mais je veux dire, on le laisse comme ça ou pas? Ouais, tu peux le changer. C'est un bon réflexe, effectivement. C'est un bon réflexe. Alors ici, je marque ici les choses. Donc, ça veut dire joule, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Quelle énergie peut-on accumuler qu'on peut noter aussi joule, hop, kilogramme fois Kelvin avec des parenthèses. D'accord? Quand je mets, voilà. Quelle énergie peut-on accumuler dans la masse de stéatite, sachant que la température maximale est de 80 degrés et que la pièce
est à 20 degrés. Alors, pièce à 20 degrés, ça veut dire qu'au début, la pierre, il n'y a pas de feu. Donc toute la pierre, donc la stéatite, au début, elle est à 20 degrés. Puis après, on va chauffer. Et on ne veut pas que ça dépasse 80 degrés, donc on chauffe jusqu'à 80 degrés. Et on veut savoir donc quelle énergie est accumulée dans la masse de stéatite. Donc le chauffage, il a fallu apporter quelle quantité, quelle énergie, donc une chaleur, qui est tout simplement égale masse de stéatite fois capacité de stéatite fois l'écart de température, T final, moins T initial. Sans calculatrice, ça fait à peu près 90 mégajoules. Ça fait, ouais, c'est ça, effectivement. Donc vous faites le calcul et vous trouvez environ 88. Alors si je laisse la capacité en kilojoules par kilogramme, je trouverai directement des kilojoules. Donc vous avez raison dans le chat et audio. 88 mégajoules. Et si je veux le transformer en kilowattheure, par exemple, on sait que 3,6 mégajoules, c'est 1 kilowattheure. Donc on va avoir ici, en fait, 24 kilowattheures d'emmagasinés. Alors, une autre chose qui est pour moi du rappel, qui n'est pas forcément facile, c'est le titre, je l'ai mis en bas pour gagner un petit peu de place sur la suivante. C'est le cas d'un écoulement dans un échangeur. Donc, c'est un écoulement d'eau dans un échangeur. Il va rentrer à la température initiale, enfin température d'entrée, et il va sortir à une température. Et entre les deux, il aura échangé de l'énergie. On va se faire l'hypothèse qu'on est en régime permanent. Donc ces échangeurs, vous avez vu en TST notamment, peut-être ailleurs aussi. On considère qu'on est en régime permanent, on considère que dans l'échangeur, le fluide a une énergie E. Dans l'échangeur qui commence là et qui finit là, c'est associé le fluide à une énergie E, qui dépend de la température et de la masse, et qui est indépendant du temps, puisque je suis en régime permanent. Et je considère qu'en dt secondes, il va rentrer une masse dme du fluide à TE, et en dt secondes, il sort une masse dms à température TS. Alors, quelle est la puissance échangée avec l'extérieur? C'est-à-dire que le fluide, ça peut être un radiateur, ça peut être autre chose, rentre à TE, sort à TS. Là, c'est en équilibre, donc lui, son énergie ne change pas. Pourquoi il ne change pas son équilibre, son énergie, alors que l'eau rend plus chaude qu'elle ne sort? Parce qu'elle échange aussi avec l'extérieur. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que en physique, il y a deux grandes idées. C'est la conservation de la matière. La matière ne peut pas disparaître comme ça. Et la conservation de l'énergie. Donc ça veut dire que si on est en régime permanent et qu'on a dm, E, la masse qui rentre, mettons 1 gramme, 10 grammes, mettons 10 grammes, voilà, 10 grammes qui rentrent d'un côté, ben ça veut dire qu'il y a 10 grammes qui sortent de l'autre côté. Le petit d devant le ME et MS, c'est juste pour dire que c'est une petite quantité qui sort récurrent? Ouais, exactement. Donc ça, je vais faire un point une fois pour toutes. Hein, c'est pareil. C'est important. En maths, vous avez sans doute vu. Le petit d, il vient du fait que si vous avez une règle, x1, x2, vous pouvez définir delta x égale x2 moins x1. Et puis vous pouvez faire tendre le point x2 vers le point x1 et rapprocher très fortement. Auquel cas, on définira plutôt un delta x. Si je prends x ici, je le fais varier delta x, c'est-à-dire que je bouge un tout petit peu. Donc là, c'est x plus dx. Et dx, mathématiquement, c'est la différentielle, au sens mathématique. Et
Ou alors je l'appelle delta x pour dire que c'est une petite variation. Là, c'est une grosse variation. Donc petite variation de delta x et dx qui a un sens mathématique un petit peu plus fort. Et donc là, voilà, on est bien en physique quand c'est des petites quantités marquées dm parce que derrière on a la possibilité de l'intégrer comme vous avez dit tout à l'heure, ou de faire apparaître un dx par exemple sur dt, et là par exemple ça fera apparaître une vitesse. Et si nous on fait apparaître dm sur dt, ça serait intéressant parce que ça c'est un débit massique qm. Voilà pourquoi on fait ça. Alors, très bien. Donc ici, je vais remodeler un peu les choses et je vais représenter l'échangeur qui est ici. L'échangeur, c'est à la fois E puis son énergie, peu importe. Et puis la masse qui rentre, puis la masse qui sort. Alors, la masse qui sort peut prendre plus de volume, puisque ça ne sent pas forcément une condition de température ou de pression. Donc ça, c'est la masse entrante. Là, c'est la masse sortante. Et si j'appelle ça 1, 2, 3, à un instant t, on a notre système qu'on peut dire 1 plus 2, et à l'instant t plus dt, ben, tout ça s'est déplacé, et mon système, il a évolué vers 2 plus 3, à t plus dt. Donc dt, c'est l'incrément temporel. C'était une seconde. dt, c'est une seconde. Donc là, c'est à 23 secondes. Là, c'est à 24 secondes. Là, c'est décalé. Donc si je prends le système à l'instant t, on aura l'énergie du système total, donc le système ce sera 1 plus 2, qui sera égal aux différentes composantes du système. Donc la composante 1, eh ben, c'est dm dm l'énergie fois l'énergie entrante, c'est petite énergie entrante, plus l'énergie qui correspond à la partie 2, qui est ici. Et lorsqu'on est à t plus dt, on a l'énergie du système qui s'est décalée en 2 plus 3, et qui sera égale à l'énergie, donc E, comme on a origine permanente, c'est la même, elle n'a pas varié, plus dm, E, l'énergie de sortie. C'est-à-dire énergie massique. C'est pour ça que je prends une petite lettre. Énergie massique. Si je fais le bilan delta E pendant dt, donc comme c'est un petit bilan pendant dt, je vais l'appeler dE plutôt que delta E. dE. Et bien ça va être, les E vont simplifier ici. Ça va être dm facteur de E sortie moins E entrée. Et la variation d'énergie de mon système, si elle a diminué, par exemple, si elle a diminué, l'énergie, elle est bien passée quelque part. Donc cette énergie-là, elle est égale à la puissance échangée, ici. Mais ça, c'est une énergie. Et si je l'égalise avec une puissance, il faut que je multiplie par le temps, la durée. Donc ça, c'est la puissance échangée. Donc, imaginons que ce soit une puissance perdue par le radiateur. L'énergie en sortie est différente de l'énergie en entrée. Vous avez une puissance échangée, qui peut être positive ou négative. Puissance échangée avec extérieur. Est-ce que ça, vous avez compris? Bon, après, c'est pas très important de comprendre ça. Si vous n'avez pas compris, c'est pas super important. Ce qui est important, c'est la formule qui va découler de ça. Ah, donc à la fin, il y aura le débit massif. Ouais, on va faire apparaître le débit massique. Alors, mais je vais d'abord regarder cette petite variation. Là, c'est l'énergie massique qui varie sous une variation de température.
Si l'énergie dans l'objet varie, on a dit que c'était mCp delta T qui était apporté. Donc la différence d'énergie entre deux choses qui sont à température d'entrée et température de sortie, ça va être, parce que je travaille sur l'unité de masse, c'est massique, Cp, Ts, moins Te. Si je fais ça, vous n'êtes pas obligé de comprendre parfaitement la démonstration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une idée de d'où ça vient. Et on trouve cette formule-là en divisant par dt, ça fait dn sur dt, Cp, Ts, moins Te, égale la puissance. Et ça, effectivement, c'est le débit massique. Et c'est cette formule qu'il faut qu'on connaisse. Les choses importantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance est changée. Alors, je la mets en valeur absolue ici, parce que ça va dépendre. Donc, c'est Qm. Donc, ça, c'est Qm. Qm, Cp, delta T. Qm, c'est le débit massique. C'est celle-là qu'il faut connaître. Absolument. Vous l'avez déjà utilisé. Cp, c'est la capacité thermique massique. Et delta T, c'est la variation de température. La puissance échangée est en watts. Voilà. Alors, il y a un autre moyen plus simple pour faire cette démonstration. C'est de dire simplement que le 1, en une seconde, il est transformé en 3. Il passe directement de là à là. Et sa température augmente de delta T. Et donc, vous avez directement, je le marque ici, si vous passez directement de 1 à 3, ne marquez pas, mais, donc vous passez de TE à TS, ça veut dire que l'incrément d'énergie, c'est Cp Ts moins Te. Et dans ce cas-là, la masse qui passe, c'est dm. Et ça, c'est l'énergie qu'il faut apporter. C'est une petite énergie, dE. Et cette énergie, c'est une puissance fois dt. Vous divisez par dt à droite et à gauche. C'est égal. Et vous avez la formule qui est directement ici. Ok. Après, au niveau des signes, il faut faire des cas particuliers, peut-être pour voir. Imaginons que Ts soit inférieur à Te. Dans ce cas-là, on a Qm, Cp, j'avais marqué Ts moins Te, ici, qui est inférieur à 0. Et dans mon truc, le P qui est ici, hein, rigoureusement. Donc le P, ici, est inférieur à 0, ce P ici. Et ce P ici, s'il est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il y a la puissance qui est CD. Puissance CD à l'extérieur. Donc c'est logique, si la température de l'eau diminue, le radiateur il a cédé de l'énergie à la pièce, qui est l'extérieur. C'est tout à fait logique. Après, il faut voir que souvent, on définit comme positive la puissance. Vous dites que le radiateur, c'est un 1000 watts. Auquel cas, c'est pour ça que j'ai marqué des valeurs absolues ici. On peut définir la puissance échangée avec une puissance positive en disant la puissance donnée par le radiateur à la pièce, ça vaut 1000 watts. Ça n'empêche pas qu'un point de vue thermodynamique, vous aurez P du point de vue du radiateur qui vaut moins 1000 watts. En thermodynamique, on aime toujours se placer du point de vue du système. Attention, en transfert thermique, parfois, on va être plus pragmatique et on va dire, voilà, l'échange, il va de là à là, du chaud vers le froid, et on va compter comme positif cet échange du chaud vers le froid. On va dire, le radiateur, il donne 1000 watts. En thermodynamique, vous direz, le radiateur, il a une puissance thermique de moins 1000 watts parce qu'il perd 1000 watts. Ça, c'est un point que vous avez dû travailler en thermodynamique aussi. Enfin, en tout cas, aborder. Voilà, donc là, j'ai en régime permanent, tout se passe comme si la masse entrante voit sa température passer de TE à TS. La variation d'énergie de la masse correspond à l'énergie échangée avec l'extérieur, etc. Alors, modification du poli, s'il vous plaît. Il y a une petite erreur de poli. C'est pas 30 litres par seconde, c'est trop énorme comme débit. C'est
qu'on n'a pas toujours en tête, les 3 litres par minute. Petite... On va être, je vais être très en retard. Comment on va faire? Allez, je vais accélérer là, d'accord? Je vais accélérer parce que je vais vous prendre qu'à 10 heures et j'aurais pu prendre un créneau de 2 heures. Quelle est la puissance perdue par l'eau? À qui est-elle donnée? Donc la puissance thermique, on l'a vu, hein, c'est QM, CP, delta T, et ça vaut 3 litres par minute. Alors, 3 litres par minute, si on transforme, ça fait 3, c'est de l'eau, hein, donc 3 kg par minute, donc 3 sur 60 kg par seconde. Donc QM égale 3 sur 60. CP de l'eau, vous savez tous que c'est 4180 ou 4185, ça dépend légèrement de la température. Et là, le delta T, il vaut 10 degrés. Donc une petite application rapide que je vous laisse pas trop le temps de faire parce que j'ai pas trop le temps. Et on trouve environ 2000 watts. Et ce que je trouvais intéressant à faire, c'était ce truc-là. Donc l'eau voit sa température baisser. Donc c'est l'eau finalement, dans le corps thermodynamique, qui voit son énergie baisser. Si son énergie a baissé, c'est qu'elle a donné son énergie, par principe de conservation de l'énergie, et que la puissance thermique a été donnée de l'eau vers le corps en acier, ici en acier du radiateur. Puis la puissance thermique, le corps du radiateur il est en contact avec l'air, il a été donné, la même puissance thermique a été donnée à l'air de la pièce. Puis l'air de la pièce, cette puissance thermique, elle a été évacuée à travers les murs pour aller vers l'extérieur. Et va donner aux murs, et les murs, la puissance thermique a traversé les murs pour aller vers l'extérieur. Et ça, c'est les déperditions thermiques. Donc c'est un schéma un petit peu simplifié, bien sûr. Alors quand je dis ça, là je parle bien de la même puissance thermique. Elle est donnée intégralement. Parce que le corps du radiateur a une température qui est à l'équilibre. Alors pas en équilibre thermique, mais à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire qu'on est en régime permanent. Régime permanent. Si on n'était pas en régime permanent, d'ailleurs, si on est en régime transitoire, qu'est-ce que ça change? C'est bon, vous suivez toujours? Monsieur, tous les PTH que vous avez marqués, ils sont différents à chaque fois. Les puissances thermiques. C'est pas tout le temps 2000 watts. Si. C'est 2092 watts. C'est 2092 watts. C'est 2092 watts. Si tu as une déperdition à travers ton mur de 1000 watts, il faut dans ta pièce, tu rajoutes 1000 watts. Sinon, la température de ta pièce va baisser et tu ne seras pas en régime permanent. Ça, c'est pour maintenir la température sur ton temps. Ouais, je vais te le montrer là, ici, en fait. Si ton radiateur, tu le mets en route, au début, il est à 20 degrés, ton radiateur. Si ton radiateur, il n'est pas en régime permanent, alors la température de ton radiateur, va monter. S'il monte, ça veut dire que le corps radiateur va emmagasiner de l'énergie. Et s'il emmagasine de l'énergie, ça veut dire que la puissance 1 et la puissance 2 en entrée-sortie du radiateur, dans mon schéma ici, elle est différente et que la puissance 2 est inférieure à la puissance 1 puisqu'il y a eu stockage d'énergie du radiateur pour agiter les constituants microscopiques du radiateur. Une fois que le stockage a été effectué, la puissance est intégralement donnée. Donc on n'est pas à l'équilibre thermique parce qu'il y a des déséquilibres thermiques, toutes les températures sont différentes, mais ce qui est donné compense ce qui est pris. Dans le petit document que j'ai rédigé sur les bilans, je mets l'exemple de la baignoire. Si vous avez une baignoire ici, avec un remplissage et une vidange ici, si le remplissage se fait
au même débit que la vidange, alors le niveau ici reste stable. D'accord? Et c'est bien ce qu'on a ici, la température du radiateur reste stable. Ça veut dire que même s'il y a de l'eau qui donne de la puissance thermique au radiateur, ça veut dire que le radiateur donne la même puissance thermique à la pièce. D'accord? Donc c'est du bon sens aussi. Encore faut-il se poser la question. Une fois qu'on a évoqué tout ça, ça devrait être... Monsieur, oui. Est-ce que je pouvais revenir juste un truc en avant pour avoir non, j'ai rien dit en fait. Il ne faut pas forcément avoir un W, un travail pour qu'il y ait une... Comment ça s'appelle? Une puissance. Là, je parle de puissance thermique, donc je parle de chaleur. Ok, donc il n'y a pas de W. Il n'y a pas de W ici. Ma question. Alors, en réalité, il y a un travail des forces de pression en amont ici et ici. Mais il n'y a pas de variation de volume en régime permanent, donc il n'y a pas de... Okay. Alors, cas des changements d'état, je vais passer très rapidement, du coup, je vais passer très très rapidement. Les changements d'état se font à température constante. Donc, si vous chauffez un glaçon, par exemple, qui est à moins 20 degrés, il va augmenter, la température va augmenter, et là, vous allez apporter de la chaleur. Et là, d'ailleurs, on parle de chaleur sensible. Lorsque la température varie, il y a un échange de chaleur sensible. Et ici, on a le début du plateau de fusion. Et c'est un plateau, ça veut dire qu'il a une température de fusion. La température ne varie pas, mais il y a toujours apport de chaleur latente. Et cette chaleur sert à donner de l'énergie aux constituants de la matière, qui fait qu'ils vont s'extraire de l'organisation cristalline qu'il y avait au départ, pour obtenir une nouvelle organisation qui est plus énergétique. Et cette énergie a été stockée sous forme d'état physique et pas sous forme de température différente. Donc très important à comprendre. Et là, ensuite, on a à nouveau apport de chaleur sensible sur H2O liquide. Et là, ici, on a donc le changement d'état qui a lieu ici. Plateau de changement d'état. Donc pour la fusion d'un glaçon, vous avez L-fusion. Voilà. Alors à noter que le changement d'état, si le changement d'état a lieu dans l'autre sens, vous aurez une chaleur latente qui est de signe opposé. D'accord? Donc vous devez savoir tout ça. Et je rappelle, est-ce que je rappelle ça? Donc, par exemple ici, L condensation, ça sera moins de 1257 kJ par kilogramme. Marquez tout de même que c'est l'énergie, la chaleur latente ici, c'est l'énergie nécessaire pour que le corps change d'état. Donc c'est l'énergie nécessaire apportée ou perdue, hein, selon le sens du changement d'état. Je passe rapidement, c'est du connu, tout ça. Et on s'attaque donc le flux thermique. Donc le flux thermique, on va le noter grand phi, comme ça. Phi majuscule. L'unité, c'est le watt, parce que c'est une puissance. Et on parle parfois de débit de chaleur, parce qu'en fait, c'est le flux, c'est la chaleur qui va passer à travers une surface. Et comme c'est de la même manière lorsque c'est de la matière qui passe, on dit qu'on a un débit massique. On dit parfois qu'on a une masse qui est passée. Et cette masse, donc le débit massique, c'est dm sous dt. Et ça, on peut le noter m point parfois. Je mets trois traits pour dire que ça s'identifie à. Et parfois, donc, du coup, le flux est noté la puissance thermique. Donc, on appelle ça aussi la puissance thermique. Donc, notez que le flux thermique, s'il advient, c'est qu'il y a une différence de température. Donc, le flux thermique
est la conséquence, ou alors il naît d'une différence de température. Et il va... Bon, c'est un petit peu du chaud vers le froid, comme on l'a déjà dit. Et on peut dire que c'est un phénomène qui est irréversible, qui est source d'irréversibilité. C'est-à-dire que si vous avez du froid et du chaud, ça ne va pas aller du froid vers le chaud. Sauf sur les pompes à chaleur, mais là c'est un autre processus. On a un processus extérieur qui va faire un pompe à chaleur, ça ne va jamais du froid vers le chaud. Une pompe à chaleur, dans les deux échangeurs, ça va du chaud vers le froid, mais on joue avec le compresseur et l'étendeur pour faire en sorte que le transfert, globalement, il a lieu de la source froide vers la source chaude. Nous en reparlerons plus tard. Monsieur, Oui. Q point, c'est la dérivée de la chaleur par rapport à ça. Ouais, Q point, donc c'est dQ sur dt, en fait. Mais il faut le voir ça comme la quantité de chaleur qui passe en dt. Donc on a un dQ ici, qui passe à travers une surface ds pendant dt. Donc tu calcules, il y a 100 joules qui passent en 3 secondes, 100 divisé par 3 égale 33 watts. Donc il faut le voir en termes de bilan, ou comme un débit massique, c'est une masse sur un volume, sur un temps, sur un delta T. Alors, la densité de flux. Donc la densité de flux, elle est définie comme, on va définir simplement, nous, comme phi minuscule égale grand phi sur S. C'est-à-dire que si j'ai une surface S, et qu'à travers cette surface S, j'ai un flux total phi qui passe, je peux définir la densité de flux. On parle aussi de flux par unité de surface, ou flux surfacique. Elle est en watts par mètre carré. Donc, voilà, toujours voir, différencier ça avec les unités. Alors, plus intéressant pour moi, c'est de dire, voilà, ce flux, il va du chaud vers le froid, je l'ai dit, mais en fait, c'est plutôt la densité de flux qui va du chaud vers le froid. Parce que la densité de flux, en fait, en réalité, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui est orienté. Alors, ce vecteur, parfois, il peut être noté J dans certains bouquins. Il peut être noté phi. C'est la même chose. On va noter phi, nous, et ce flux, vous voyez, ici, j'ai dessiné des lignes isotempérature, comme des courbes de niveau. Et on va toujours avoir une perpendicularité entre le flux et ces courbes. C'est-à-dire que si vous avez une pente, lâchez une bille, la bille va aller sur la ligne de plus grande pente, on dit. La ligne de plus grande pente, c'est la pente qui descend le plus vite. Donc le flux, c'est pareil, il va prendre le chemin où le gradient de température, le mot est lâché, le gradient de température sera le plus important. Le gradient de température, c'est la pente du profil de température. Vous reverrez longuement en cours et en TD sur la conduction. Et si on part d'un flux comme ça, le flux surfacique, ce flux surfacique, il va traverser une petite surface que j'appelle ds. Voilà. Mais cette surface ds, elle est orientée aussi. Et si l'orientation est différente du flux, on dit qu'on fait le produit scalaire entre phi et ds. Et ça définit en fait notre petit phi, le petit phi total. Et le phi total, pareil, ça il n'y a plus un niveau de lecture, c'est le niveau plus avancé. C'est l'intégrale de phi ds. Voilà la réelle définition du flux, c'est ça la vraie définition du flux. Et si on a un angle θ entre phi et ds,
on pourra écrire que c'est l'intégrale de phi ds cos θ, c'est un produit scalaire. Si jamais θ égale 0, donc ça arrive souvent que le flux soit perpendiculaire à la surface qui est là, alors on aura phi égale l'intégrale de phi ds, on n'aura plus de vecteur. Et si phi est homogène, homogène ça veut dire que c'est constant sur toute la surface, c'est-à-dire que sur ma grande surface, le petit phi qui est là, c'est le même que le petit phi qui est là, le petit phi qui est là, c'est le même que le petit phi qui est là. Dans ce cas-là, alors phi, on peut sortir phi latéral, ça fait phi intégrale de ds, et c'est égal à phi fois s. Et on retrouve la formule simplifiée qu'on va utiliser nous généralement. Donc pareil, une démonstration qui vient au niveau 2. Allez, ce qu'on finit, je vais faire l'application 1 pendant que certains continuent à noter. Faites l'application 1 sur le flux 1D. Pas très compliqué sur les applications 1 et 2. C'est l'application 1 et 2. Et après, on s'attaquera au bilan d'énergie, bilan de flux. Ou alors je saute les. Ouais, je sais pas trop. Monsieur. Oui. Les deux barres là, ça veut dire double intégrale? Ouais, intégrale double. Intégrale surfacique. On a déjà vu ça, là? Non, c'est pas grave, tu l'as pas vu. Tu l'as vu là aujourd'hui. Ok. C'est pas grave. C'est simplement dire que ici, si tu as une petite surface, tu comprends ce que c'est une petite surface? Bah, tu prends la surface d'à côté, puis la surface d'à côté, puis la surface d'à côté, puis la surface d'à côté. Et tu fais la somme. Et ça, c'est faire une intégrale. Comme tu fais une intégrale sur 2 dimensions, et ben c'est une intégrale. Allez, j'ai pas le temps de faire ça. Vous pourrez toujours faire ça avec des questions plus tard. Dans les deux cas. Donc ici, ouais, c'est un point important ici. Là, vous avez une pièce, un élément chauffant qui est ici, qui chauffe une pièce. Et on vous demande de calculer la densité de flux en considérant qu'il n'y a pas de perte latérale. Donc s'il n'y a pas de perte latérale, ça veut dire que le système est isolé. Je représente l'isolant comme ceci. Voilà. Et donc ici, le flux va être guidé, on le sent bien, le flux va être guidé dans cette direction-là. On peut d'ailleurs mettre, pour avoir un déséquilibre plus grand, on peut très bien mettre, alors j'essaie de changer la couleur de l'encre, de l'eau à ce niveau-là, une circulation d'eau avec un échangeur à eau pour récupérer le flux thermique ici. Voilà, donc ici ce qui est important, ce que je trouve important cet exemple-là, c'est de définir la surface. Donc là, ici, on a une section que je prends ici, qui est la section qui est perpendiculaire au flux. Donc phi, quel S on prend? Eh ben, c'est la surface qui est perpendiculaire au flux. Donc là, le flux traverse ça, donc c'est le flux total, hein, ça. Et donc on peut définir phi comme étant phi total sur, j'appelle S1, avec S1 égale 4 cm fois 4 cm, soit 16 cm². Donc le flux ici, bah, ça fait, vous vérifierez que ça fait 312 500 watts par mètre carré. Et si on a l'élément chauffant qui est ici, par contre, là le flux global il est comme ceci. Et donc la surface à prendre en compte, c'est la surface qui est ici, qui est traversée par le flux et qui fait 10 sur 4. Donc là, phi 2 sera égal à grand phi sur S2, et S2 sera égal à 10 fois 4 égale 40 cm². Donc ça, c'est un point très important de dire qu'est-ce qui se passe, mon problème,
Le chaud, il est où? Le froid, il est où? Comment est le flux? Et si je définis la densité de flux, c'est divisé par la surface nécessaire. Excusez-moi, c'est quoi le symbole du flux total? Le symbole du flux total. Phi. Parce que là, il y a phi est égal à ce que c'est sur la surface. Phi minuscule est égal à phi majuscule sur S. Ah, c'est tout, d'accord. On l'a vu ici, c'est la formule de base. Monsieur, Oui. sur la diapo juste avant, est-ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît? Vous avez mis phi est égal à 312 500 watts, et j'ai pas vu c'est watts par quoi? Par mètre carré, puisque c'est une densité de flux. Ah, par mètre carré, d'accord, j'avais pas vu. Merci. Du coup, monsieur, comment vous trouvez grand phi là? Sur celui d'avant? Un grand phi, c'est 500 watts. Ok. D'accord, donc comme c'est un élément chauffant qui est isolé, la puissance qui est dégagée ici, on va le voir sur les bilans. Ah ok, la puissance dégagée, en fait, c'est grand phi à chaque fois? Dans ce cas-là, ouais. On va le voir sur les bilans, d'accord? Ok. Donc je vais sauter la partie application 2, que je mettrai sur Chamilo. Et je vais aller directement sur les bilans, qui sont un des points importants des objectifs du cours aujourd'hui. Alors, le système, on a un système qui est défini par un volume de contrôle. À l'intérieur, il peut y avoir des sources d'énergie ou des puits d'énergie. Si on a par exemple une résistance chauffante, on le verra après. Et au niveau de l'extérieur, on a des échanges à travers la surface de contrôle de puissance mécanique et de quantité de chaleur, comme on a de puissance thermique, puissance mécanique et thermique. Soit je parle en puissance, soit je parle en énergie. Donc là, je parle en énergie, peu importe. Donc ça, on a déjà dit ça. Mais faisons un exemple directement, parce que c'est toujours mieux avec des exemples. Si je prends le système eau plus casserole plus manche, c'est pas un moins, c'est un plus. Donc eau plus casserole plus le manche. Ce système-là, c'est un système, il va avoir... On va dire qu'on va le chauffer de la température T à la température T plus dt pendant l'intervalle de temps dt. Ça veut dire que la variation d'énergie de ce système, ça va être sa capacité calorifique fois l'incrément de température qui est dt. Quelle est l'énergie reçue par ce système-là? Dans mon système, je fais un volume de contrôle ici. Voilà. Et ce volume de contrôle, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a une puissance qui est entrante. Cette puissance entrante, c'est l'énergie reçue. C'est la puissance électrique. On considère que toute la puissance électrique va dans la casserole et qu'il n'y a pas de perte sur les côtés. C'est la puissance électrique fois dt, parce que c'est une énergie. Donc l'énergie reçue en dt, c'est puissance fois dt. Et quelle est l'énergie perdue? C'est l'énergie perdue vers l'air. Donc il y a des pertes ici, que je ne connais pas bien, mais que je vais modéliser par une perte, en disant c'est la température de mon système, T, moins la température extérieure, il y a un déséquilibre thermique, et je considère que la perte est linéaire en delta T. Et c'est une puissance, ça, donc je multiplie par dt, K étant un coefficient de perte thermique. Par la suite, monsieur, comment vous avez trouvé C fois dt pour la première? Je l'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai passé un quart d'heure sur la capacité thermique classique. J'ai dit que si on a quelque chose qui passe de T à T plus dt, ça veut dire qu'on a apporté l'énergie, c'est dt. Ok. Monsieur, je comprends pas votre cas en fait, il correspond à quoi? Alors K, c'est un coefficient. Prends-le comme ça, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est les pertes thermiques. C'est les pertes thermiques. Pertes thermiques avec un coefficient de perte. Coef de perte, c'est K. D'accord? Donc c'est moi qui dis, il y a des pertes thermiques. On est d'accord qu'il y a des pertes thermiques. Il y a des pertes par convection ici, par rayonnement. On n'a pas encore vu ce transport, donc je modélise ça par une formule approchée et je dis que plus la température du corps est chaude, plus ça va perdre de l'énergie. Donc c'est proportionnel à l'écart de température en première approximation. Peut-être qu'il y a un facteur 2, un facteur 4, peu importe, un coefficient. Et je le prends en première approximation avec un coefficient K que je ne connais pas,
pour l'instant, mais là, je veux juste faire un bilan et mettre en équation. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que la variation d'énergie du système, elle est liée à l'énergie reçue et l'énergie perdue. Donc, je fais un bilan. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est le fait que vous soyez capable de faire un bilan. Donc, la variation d'énergie, c'est dt. L'énergie a varié. C'est mon delta U égale W plus Q. Il n'y a pas de W, donc delta U égale Q. Et les Q, on en a plusieurs. Donc, la variation d'énergie, donc ça, c'est un peu, c'est DU, en fait. Et tout ça, c'est Q. Sauf que je travaille en puissance. Voilà. Donc, c'est dt. Et là, je marque juste PLEC fois dt. Donc là, je travaille en énergie, pour l'instant. Plus K, T, moins T extérieur, dt. Alors ici, c'est une puissance gagnée, ici. Et là, c'est une puissance perdue. Donc, je ne vais pas mettre un signe plus, je vais mettre un signe moins, pour faire mon bilan très simplement. En disant, ça c'est la puissance gagnée, ça c'est la puissance perdue. Et j'écris mon bilan. Si j'étais en thermodynamique, j'aurais mis que des plus, énergie 1 plus énergie 2, Q1 plus Q2, mais avec un Q2 qui aurait été négatif. En transfert thermique, on préfère travailler avec des choses positives ici, et on fait des choses, bilan, comme c'est perdu, on met un signe moins à ce niveau-là. Donc c'est un bilan très simple, et ça, il faut être capable de le faire. Et si je fais un bilan en régime permanent, donc le bilan, ici, je peux diviser par le temps. Voilà, j'ai pas beaucoup de place, mais si je divise par le temps, donc par l'incrément de temps, j'obtiens un bilan de puissance, qui n'est plus un bilan d'énergie, c'est un bilan de puissance T extérieur. Et ce bilan de puissance, si on est en régime permanent, ça veut dire que d rond sur d rond t ou d égale 0. Ça veut dire que le premier terme est nul. Donc on a 0 égale PLEC moins K T moins T extérieur. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le radiateur. Le radiateur transmet la puissance, il la reçoit de l'eau, il le donne à la pièce. Et il n'y a pas d'accumulation. On est en régime permanent. Et on a simplement ce bilan ici. Qui veut dire juste gain moins perte égale 0. Oui. Juste, vous aviez dit tout à l'heure, je ne me souviens plus, quand vous mettez 3 barres pour dire égal, ça signifie quoi? Ça veut dire identique A. Mais dis-toi que c'est égal. Ici, ouais. Ok, bah je peux pas continuer parce que c'est 10h-5, donc je ne vais pas déborder sur le cours d'après. Donc je mettrai sur Chamillot la fin du cours. Ou alors je vous prends un quart d'heure, s'il faut un quart d'heure à un moment donné, si vous voulez. Pendant le temps de midi, on peut finir ça en un quart d'heure. Je sais pas, je regarderai ça, si c'est possible ou pas. Je pense que ça peut être intéressant de prendre un quart d'heure quelque part. Monsieur, oui. Votre schéma tout en haut, il y a écrit T plus D quelque chose, j'arrive pas à lire avec quelque chose. Ouais, là, oui, un petit peu. C'est température et température plus. Ouais, c'est DT. Ok, merci. C'est ce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je sais pas quand c'est quel votre prochain cours de transfert thermique. Lundi prochain. C'est mardi prochain? Lundi matin prochain. Lundi matin. D'accord, donc on n'aura pas le temps de faire le cours d'ici là, mais c'est pas grave. Et ce que je fais, c'est que à la rigueur, je vais mettre sur Chamillot la fin du cours, d'accord? Et j'essaierai de voir si je peux mettre une petite séance Zoom de 20 minutes pour répondre aux questions. Ok? Ok, c'est ça. Merci. Ok, voilà. Monsieur? Oui? Là, vous n'avez pas fini le cours, mais vous étiez censé aller jusqu'à où? Ah, je vous montre la fin du diaporama. Ici, donc, vous avez une généralisation du bilan, donc tout est marqué. Et là, il y a d'autres exemples
sur cette généralisation aussi. Et là, il y a un autre exemple au niveau d'un chauffage d'une masse et sur une paroi de régime permanent et sur une barre. Donc, c'est des exemples ici que je n'ai pas eu le temps de traiter. Plus ici, les 3 modes de transfert thermique, en bref. Mais c'est pas grave, ça vous reverrez plus tard. Et une diapo, normalement, où on met ce qu'il y a à retenir, que j'ai indiqué. D'accord. Donc, je vais vous mettre ça sur Chamilo. D'accord? Et vous pourrez regarder pendant le week-end. Et puis lundi matin, vous attaquerez le cours sur la conduction. Ça marche? J'ai passé beaucoup de temps, effectivement, à parler de choses générales, je vous rappelle. C'est vrai qu'il m'aurait fallu une demi-heure de plus. Et bon cours, vous avez quoi après? Automatique? Automatisme. Ouais. Automatisme? Ok. Et bon courage, alors. Bonne journée. Merci, au revoir. Mais au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.